dans la traversée de l'agglomération de La Ferté-Milon. Par la présente, je souhaite vous confirmer la réponse qui vous avait été donnée verbalement en janvier dernier. Tout d'abord, concernant la politique de l'État en matière de contrôle automatisé, radar fixe, déplaçable, voiture radar et contrôle par les forces de l'ordre. Le ministère chargé de l'Intérieur optimise l'implantation du contrôle automatisé en fonction de la dangerosité des axes routiers. Ainsi sont traités en priorité la protection des chantiers et zones de danger temporaire, notamment les rouges utilisés comme déviation lors des travaux, radar de chantier. 2. La protection d'itinéraires qui ont été identifiés en fonction de leur accidentalité. Sur ces itinéraires, la volonté de multiplier les types de contrôle, radar fixe, radar autonome, contrôle par les forces de l'ordre, circulation des voitures radars afin de modifier les comportements des conducteurs. Par ailleurs, des radars fixes déjà en place font l'objet de maintenance, voire de modernisation. Les emplacements par radar autonome et emplacements isolés sont également servis épisodiquement selon un plan de rotation trimestriel. Des voitures radars circulent selon des parcours choisis en fonction de leur accidentalité. Enfin, les forces de l'ordre effectuent également des contrôles ponctuels, dont des contrôles de vitesse, mais aussi alcool, stupéfiant, permis de conduire, port de ceinture, respect des distances de sécurité, etc. Concernant en particulier le cas de votre commune, la procédure en vue de l'installation d'un radar est bien à adresser comme vous l'avez fait à l'autorité préfectorale. Vous avez joint les comptages et mesures de vitesse réalisées par le conseil départemental gestionnaire de la route. Cependant, l'observation de l'accidentalité depuis 5 ans, 2019-2023, montre 3 accidents sur le territoire communal de La Ferté-Milon, pour un bilan de 1 blessé hospitalisé et 2 blessés légers. Seul accident du 9 septembre 2020 s'est produit en agglomération sur la RD 936. Cet accident était dû à un malaise et avait occasionné un blessé hospitalisé. Ainsi, l'accidentalité sur la RD 936 en agglomération n'est pas de nature à justifier l'installation d'un radar fixe ou le placement d'un radar autonome. La RD 936 n'a pas été identifiée comme itinéraire à protéger en raison des paramètres trafic vis-à-vis de l'accidentalité. Néanmoins, il a été demandé la circulation des voitures radars sur cet axe. L'extrait de carte ci-contre indique en bleu les routes parcourues par ces véhicules. Ce sont toutes les départementales. La réponse concrète apportée dans une situation de ce type est la réalisation d'aménagements routiers de nature à faire ralentir les usagers. Le gestionnaire routier direction de la voirie départementale doit être associé, doit apporter des conseils utiles. Bon, voilà, donc fin de nos recevoir. Oui, on n'a pas attendu les. Je vais finir, puis après je vous laisse la parole. On n'a pas attendu les préconisations du préfet pour faire des aménagements routiers pour diminuer la vitesse. Malheureusement, c'est de constater que sur la rue Vaux, ça ne suffit pas. Et qu'en entrée d'agglomération, c'est quand même un compte de se dire on attend l'accident avant de réagir. Donc ça veut dire qu'on a un plan pluriannuel, d'ailleurs ça fait plus de 10 ans que cette étude qui date de 2008, 2010. On reprend cette étude et on aménage au fur et à mesure les voiries pour diminuer la vitesse. La mise en place de la zone 30 participe à ce processus aussi. Maintenant, on demande aussi à chaque conducteur de respecter le code de la route. C'est quand même un compte de devoir tout le temps demander à autrui et à la force publique de faire en sorte que les choses soient faites naturellement. On le fait, finalement, on s'aperçoit que seules les personnes, dociles, je cherche le terme, disciplinées, suivent. Donc, on continuera les aménagements, mais sur la rue Meaux, c'est un peu compliqué parce qu'on ne pourra pas mettre aussi un plateau en entrée de rue. Oui, alors, Madame le maire, je vais vous dire, peut-être que le feu n'est pas très au point, mais depuis qu'on a, alors bien sûr au début il a surpris bien des automobilistes qui arrivaient, on va dire, très vite, même trop vite, mais depuis qu'il est installé, je peux vous assurer que ça a quand même
ça s'est quand même bien calmé, surtout en entrée d'agglomération, puisque les gens maintenant prennent soin avant le virage. Déjà, ils savent qu'il y a le feu, qu'il est très court, ils laissent passer 5 voitures, hein, mais au moins, ça a beaucoup changé. Et vous savez, c'est terrible de dire un mal pour un bien, c'est terrible que cet entrepôt se soit écroulé, mais quelque part, pour les résidents de la rue, ça a calmé les choses. Déjà, vous voyez, il en faudrait presque un fixe. Voilà. Je vous avoue qu'il n'y avait pas forcément nécessité absolue de mettre un feu à cet endroit-là, puisque il n'y avait pas de risque d'effondrement sur la chaussée. Cependant, avec l'expert, on a alerté sur le démarrage aussi de la campagne des betteraviers, et que ça crée des secousses et que potentiellement ça pouvait aggraver la chute. Donc on a pris la disposition de ne laisser qu'une file et du coup de mettre des feux justement pour ralentir, parce que la zone 30 ne suffisait pas, de ralentir physique. Et on l'a constaté sur tous les aménagements. Il n'y a qu'un ralentissement physique, et encore pour ceux qui ne grillent pas le feu et ceux qui ne... Voilà, parce que malheureusement, il y en a aussi. Mais globalement, même si les gens disent que la zone 30, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, globalement, dans la majorité des cas, on voit quand même un ralentissement de la vitesse sur la commune. C'est indéniable. Voilà. Maintenant, c'est pas la panacée absolue. Parce que voilà, ça enquiquine ceux qui respectent absolument la zone 30 parce qu'ils mettent 2 minutes de plus pour traverser la Terre du Lion, mais au moins ça freine les autres. Mais il y aura toujours des tordus qui prennent des risques inconsidérés. Voilà, et on ne peut pas être derrière tout conducteur, et chacun prend ses responsabilités. Malheureusement, on est dans une société où on demande toujours à autrui de faire les choses à sa place. Sauf qu'il faut que chacun se prenne en charge aussi. Donc, mais effectivement, les feux, c'est... Bon. Par contre, dans les aménagements, excuse-moi, Michel, dans les aménagements qui avaient été préconisés, les feux n'étaient pas suggérés. Et voilà, là, ils sont en place. Oui. Le feu comme à Arles, c'est aussi des gens qui vont trop vite, qui passent au rouge, qui vont près. Oui, il faut qu'ils s'arrêtent. Voilà, parce que tu en vois beaucoup qui ne s'arrêtent pas. Et alors pourquoi dans les chaînes sont arrivées parce qu'il y a eu... Alors, l'Oise n'a pas tout à fait la même politique, et il y a eu des accidents importants. Voilà. Alors, sur les feux aussi, c'est qu'on essaie aussi, alors ça va faire bondir certains, mais de soigner nos entrées de ville, d'arriver avec des panneaux, des feux et machin, c'est pas non plus très plaisant. Donc il faut essayer de toujours essayer d'avoir un compromis entre l'esthétisme et voilà, ce qui est efficace. Mais enfin voilà, je tenais à vous donner cette information. La deuxième information, c'était, vous avez le courrier donc, d'enlèvement des betteraves pour la campagne 2024-2025. Donc vous avez des semaines de passage où il risque d'y avoir plus de circulation. Nous avons aussi informé que ce soit Téréos mais aussi Carnefort que nous étions passés en zone 30 et qu'ils sensibilisent bien leurs chauffeurs, divers et variés, à la prise en compte du les chauffeurs polonais qui sont truqués dans le béton, ils comprennent rien. Bon. Alors, justement, il y a une réunion pour ceux qui le souhaitent le 15 octobre. Ceux qui veulent représenter la collectivité le 15 octobre et aller porter cette voix-là. En fait, vous pouvez vous manifester auprès de Corinne. Voilà. Alors, restitution des décisions de maire. Vous avez un tableau là, des derniers avenants pour les travaux du multi-accueil et le bilan global de l'opération. Donc il y a les 3 avenants, donc celui de l'entreprise Méro, en fait, dans la prestation de base, bien que il y avait
multi-accueil. Il y avait pour Nord-Alu l'enseigne, un barreau d'échelle et puis une planche, divers petits travaux. Et puis pour l'entreprise Bâton, c'est la potence pour enfin alimenter le multi-accueil de la fibre. Donc avec Orange, c'est toujours très compliqué et très long. Donc vous avez le bilan d'opération. Donc le montant de l'estimatif pro était à 509 000, nous sommes à 499 000. Point suivant, présentation du rapport d'activité de la communauté de communes. Donc vous avez tous eu le rapport d'activité. Bon, c'est important quand même de le parcourir, puisque vous avez, c'est un peu le millefeuille administratif en France. Chaque collectivité a ses compétences. Donc on a des compétences partagées avec la communauté de communes, avec le département, avec la région. Bon, je ne vais pas le relire en entier, mais voilà. Nous avons 4 élus du conseil municipal au conseil communautaire, qui a les compétences obligatoires, ce sont l'aménagement du territoire, l'eau et l'assainissement, le développement économique, le tourisme, et puis les compétences facultatives, l'environnement, l'équipement et les actions culturelles et sportives, l'enfance jeunesse, mais uniquement sur la coordination et l'accompagnement d'une politique enfant-jeunesse sur le territoire, ainsi que le relais de petite enfance. Les transports, notamment le bus, le petit bus qui fonctionne de mieux en mieux. L'action sociale avec des chantiers d'insertion et des piscines solidaires. Et puis des services aux communes et à la population, comme l'aménagement, l'entretien des œuvres d'accueil des gens du voyage, la création et la gestion des maisons de services publics, ainsi que des maisons de santé publiques professionnelles. Je vous rappelle que celle de la Ferté-Milan appartient dorénavant à la communauté de communes et que nous avons la joie d'accueillir un nouveau médecin. Perceval Tombal a repris le cabinet de Jean-Jacques Morisseau. Voilà, c'est très positif pour la commune parce que. Mais son père ne peut pas être à la tête. Tous les centres de santé des alentours recherchent des médecins. Non, mais je continue. Peut-être suivant. Est-ce que vous avez des questions concernant le rapport d'activité de la communauté de communes? Donc il y a de toute façon la revue. C'est bien que ça soit présenté comme ça. Oui. Vous avez tous les chiffres. Et puis après, je vous engage à regarder, puisque nous sommes adhérents aussi au PETR, et le PETR fait également un rapport d'activité, donc c'est quand même important d'avoir tous les chiffres. Comme l'UCEDA fait son rapport d'activité, l'UCEDA, toutes les activités qui portent d'autres compétences. Alors, justement, point numéro 6, on revient à l'ordre du jour, quelque chose qu'on avait déjà voté, le RLTI. Nous avions voté une convention qui permettait donc l'instruction de tous les dossiers de réglementation de la publicité locale, de la même façon que tous les dossiers d'urbanisme sont gérés par le pôle droit des sols de la communauté de communes. Il y avait juste le renoncement du président au transfert des pouvoirs de police en matière d'affichage publicitaire. Donc c'est un élément nouveau donc, qui nécessite de revoter pour cette adhésion à ce service. Je ne vous relis pas toute la délibération, mais je vais vous redire les considérants quand même. Que suite à l'approbation du RLPI des communes membres de la CCRB sous compétence en matière de police de la publicité des enseignes et préenseignes, cette compétence incluant la réception, l'instruction des déclarations et demandes d'autorisation préalable prévues aux articles L581 et 581-9.
considérant la loi climat et résilience, considérant que les maires pourront s'opposer à ce transfert dans un délai de 6 mois à compter du 1er janvier 2024, considérant que le président de l'EPCI aura la possibilité de renoncer au transfert à condition qu'un ou plusieurs maires se soient opposés au transfert, donc c'est le cas. Par conséquent, le transfert de compétences, il a lieu, ne prendra effet qu'au 1er juillet 2024, si aucun maire ne s'oppose au transfert. Alors, vous avez peut-être vu, mais dans les pièces annexes, c'est pas la bonne convention qui vous a adhésion. C'est l'ancienne et donc la nouvelle sera renvoyée par mail. Voilà, considérant que les communes membres de la CCRV peuvent faire le choix d'inscrire elles-mêmes les 10 dossiers, considérant l'adhésion de la commune au SCABS pour l'instruction des actes d'urbanisme, après avoir entendu l'exposé de Madame le maire et après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de convier au service commun d'application du droit des sols de la CCRV l'instruction des dossiers de déclaration préalable et de demande d'autorisation préalable pour les dispositifs de publicité enseigne et préenseigne. Autorise Madame le maire ou son représentant à signer la nouvelle convention d'adhésion au service commun et charge et délègue Madame le maire ou son représentant pour fin d'exécution de la présente. Bon, j'imagine pas de nouvelles questions par rapport à la présente. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Remplacement du candélabre rue Eugène Allier. Voilà. C'est un véhicule non identifié, donc tout doit être dans le code, donc 1883, et la candélabre changé, enfin qui va être changé pour Eugène Allier. Voilà, donc Lucida est au courant, donc ça ne peut pas tarder de se faire. J'en profite aussi pour le candélabre en face de lui. Je pensais qu'il était fait. On pensait que ça avait été fait et voilà. Donc Corinne a relancé le candélabre. Très bien. Décembre 2018, 2023, elle a été transmise à l'UCD. D'accord. Alors c'est toujours un peu long, hein, parce que surtout quand ça passe en décembre, ils ont déjà leur plan de travaux. Bah, je trouve que c'est quand même. Mais apparemment, c'était quand même informatique ce matin. C'est des problèmes d'informatique. Oui, bah c'est Vous l'avez identifié celui-là. Et du coup, ils vont le faire. Identifié. Ça sera pas encore tout de suite, Ah, mais. avec la gendarmerie récoltée, ça serait malheureux qu'ils ne soient pas identifiés. Mais en plus, la gendarmerie était sur place. Oui, il était sur place. Et oui, il devait passer le lendemain en mairie, il est toujours pas passé. Donc on a envoyé une lettre au Ils conseil. sortent de leur casse-patte de temps en temps. C'est nous qui n'est pas identifié. Ah non, elle était complètement identifiée. Ouais. Bien, donc, est-ce que quelqu'un est contre ces travaux? Quelqu'un s'abstient? Merci. Alors, le point suivant, achat d'une partie de la parcelle ZC 524. Alors ça, c'est un dossier qu'on a démarré il y a quand même quelques temps. Je vous en avais parlé. Vous savez qu'on a la possibilité de racheter une partie de cette parcelle qui est contiguë. On vous a remis le plan. Il n'était pas très. Donc, une parcelle qui fait partie de l'OAP secteur Nord, qui permet une continuité en fait de la zone d'artisanat et d'activité. L'idée au départ, c'était d'acheter cette parcelle qui potentiellement pourrait servir à la construction d'un bâtiment pour les ateliers, parce qu'aujourd'hui le silo, si on a un projet sur le silo, voilà. Il faut peut-être avoir des sous pour Le avoir des projets silo sur n'est pas le du tout silo. fonctionnel pour les ateliers et qu'à moyen terme, il faudra envisager un autre lieu beaucoup plus fonctionnel qui permettra d'avoir un projet pour le silo. Donc, C'est des projets. on le tient au prix de 50 centimes le mètre carré. Faut pas le C'est tout à fait raisonnable. Donc, pour 8892 mètres carrés, ce qui fait 4446 €. Voilà. Hors frais de notaire. On voit le cours, hein. Non, tu ne veux pas la
a eu beaucoup de mal sur la délimitation, enfin voilà, on est tombé d'accord et on tombe dans l'ouverture, la parcelle intéressante. L'autre parcelle, c'est une parcelle qui n'est pas utilisée par l'agriculteur. Oui. Est-ce qu'il y a un projet chiffré ou... Non, pour l'instant, il n'y a rien, il n'y a pas de... On achète juste le terrain. C'est une occasion inespérée. Okay. Il y a un projet en cours. Mais c'était dans les projections. Et on n'a plus de zone, dans la zone d'activité, il n'y a plus de parcelles disponibles. Donc c'était aussi l'opportunité d'avoir une parcelle supplémentaire. Et on ne peut pas réhabiliter un autre bâtiment qu'on a déjà pour mettre... je veux dire, on avait eu cette idée-là, mais ouais. ça pourrait être un autre projet. Il n'y a rien de figé sur cette parcelle. Ça peut être des entrepreneurs, si on a des entrepreneurs qui cherchent... parce que je pensais juste au coût du déboisement. C'est pour ça que c'est quand même une bonne parcelle. Déboisée. Pour l'instant, à ce tarif-là, c'est quand même... On va passer au vote. Est-ce que quelqu'un est contre? Quelqu'un s'abstient? Ouais. Parce que là, on augmente les impôts. Convention ANAMA concerne le 7 septembre. Donc, comme l'année dernière, la commune co-signe une convention avec l'ANAMA et l'association MFPM qui aborde aussi ce concert. Donc la commune, elle s'engage à s'assurer de la disponibilité des lieux, mettre en œuvre la communication et prendre en charge les coûts SACEM et apporter une contribution financière de 3 000 €. C'est encore un concert tout à fait exceptionnel cette année. Donc voilà. Je propose de passer au vote de cette délibération. Est-ce que quelqu'un est contre? Quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Convention médecine du travail. Donc, par la délibération 2021-64 du 27 octobre 2021, le Conseil municipal a décidé d'adhérer au cercle de prévention santé du centre de gestion. Cette convention d'adhésion arrive à échéance en fin d'année et une nouvelle convention nous est proposée sur la période 2025-2028. Elle vise à être en cohérence avec le nouveau décret, avec le décret du numéro 85-603 du 10 juin 1985 modifié, qui vise à développer un service global de prévention de sécurité au travail qui se décline sous 3 missions. Une surveillance médicale des agents, donc c'est les visites médicales d'embauche, les visites périodiques, de surveillance médicale particulière, de reprise ou de pré-reprise. Une action sur le milieu professionnel, des centres de prévention pour mettre en œuvre les démarches que la collectivité estime nécessaires en matière de santé et d'action sur le milieu professionnel. Et dernier point, des propositions de mesures spécifiques à chaque collectivité visant à prévenir collectivement les risques professionnels, accompagner individuellement les agents dont l'état de santé nécessite un aménagement de poste, un reclassement. Voilà. Pas de nouveauté, une nouvelle convention. Je propose de mettre au vote cette délibération. Est-ce que quelqu'un est contre? Quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Convention pour remplacement de la chaudière de la gendarmerie. Nous avions, lors d'une précédente délibération en juin, approuvé le remplacement de la chaudière de la gendarmerie, qui, je vous le rappelle, est gérée par Plaisance. Donc, on a, vous avez en pièce jointe un projet de convention. Donc les travaux globaux, il y en avait pour 108 000 €, avec donc il a été fait un prorata en fonction des surfaces utiles. Donc nous, le prorata, je vous rappelle que
la collectivité, les locaux de la gendarmerie, pour de 10 200 euros. Rien de... Il y a eu plusieurs devis faits. Oui. Donc là, il y a non seulement, en fait, alors, il y a la pompe à chaleur et il y a tous les réseaux qui sont à changer, parce que tout était dans un état obsolète. Donc, il faut changer aussi une partie des radiateurs, mettre des thermostats. Tu peux dire aussi qu'il va y avoir une toilette qui m'arrive. La gendarmerie. Oui, c'est pas dans cette convention-là. Oui, mais non, mais il faut dire que c'est. Alors oui, vous avez vu que la gendarmerie, ça fait quelques années qu'on fait quelques travaux. Il y a eu des huisseries, il y a eu l'isolation par l'extérieur. La gendarmerie a réouvert ses 2 permanences hebdomadaires à la maison, donc une le samedi après-midi et l'autre le lundi matin, je crois. Et ils nous ont demandé des petits travaux pour réouvrir la cellule c'est pas de dégrisement, mais de garde à vue. Donc effectivement, on doit plus mettre de porcelaine pour éviter les actes de malveillance, soit contre eux, soit sur autrui. Donc il fallait changer tous les sanitaires, les passer en inox. Donc c'est ce qu'on fera. Ça ne nécessite pas une délibération puisque c'est pas d'investissement. Voilà, donc sur cette convention de répartition des coûts, on va passer au vote. Est-ce que quelqu'un est contre? Quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Alors, décision modificative de comptabilité. Bon là, je vais vous lire parce que c'est quand même un petit peu ubuesque. Au cours de l'année 2023, EDF Collectivité a remboursé à la commune pour un montant de 32 500 € en déduction des factures acquittées. Début 2024, EDF a procédé au remboursement des factures réglées en 2023 pour un montant de 31 402 €, soit au total un remboursement de 63 900 €. Courant 2024, la collectivité reçoit des relances émises par EDF pour un montant de 81 822 €, alors que le groupement d'achat de l'UCEDA a confié le marché de l'électricité à Total Énergie. Après avoir interrogé les services de l'UCEDA sur les relances de factures, nous obtenons la réponse suivante. Donc, c'est un état des lieux actuel du marché électricité 2023 avec les services d'EDF. En début d'année 2023 jusqu'à juin-juillet à peu près, EDF a émis des factures aux membres du groupement erronées. Le BPU n'avait pas été pris en compte et des problèmes de payeurs. Certains membres ont été facturés tout au long de l'année, mais sans l'application du bouclier tarifaire, ou avec des informations non conformes au marché. D'autres n'ont jamais été facturés et d'autres que partiellement. EDF est dans la capacité de fournir une base de données correcte et un état des lieux au plus juste sur la situation actuelle. De ce fait, EDF a fait parvenir récemment des avoirs annulant ces factures de début d'année. Et si vous avez payé ces factures qui correspondent aux avoirs, je vous invite à émettre un titre avec les pièces jointes d'avoir les anciennes factures à l'encontre d'EDF pour vous faire rembourser. Dans cette logique, EDF va émettre, si ce n'est déjà fait, une seule facture qui comprend une consommation allant du 1er au 31 décembre 2023 et qui, pour le coup, devrait être la bonne. Et avec la ligne aide de l'État, bouclier et amortisseur. Concernant le coût de la consommation pour votre collectivité, l'UCEDA a fait parvenir en 2023, début d'année, un BPU avec les prix unitaires de l'énergie, une des seules composantes que nous sommes amenés à négocier. Une hausse de l'énergie a été annoncée d'environ 1,9%. Après vérification des factures reçues, le bouclier tarifaire a été appliqué. Il est donc nécessaire d'ouvrir des crédits en dépenses pour un montant de 81 825 € compensés par des recettes supplémentaires suivantes. Donc, annulation des mandats de remboursement EDF 2024, 31 402 € et d'autres organismes pour 74 500 pour 50 423 €. Tout ça pour un montant global de 80 825 € pour compenser les dépenses. Voilà, donc de toute façon, depuis l'inflation, ça a été extrêmement
de se retrouver voilà, et de pouvoir comparer avec les années précédentes, puisqu'il y avait eu une telle inflation de coûts. Le bouclier tarifaire là-dessus nous a été versé, mais de manière ponctuelle. Donc à la fin, pour savoir qu'il y avait une erreur, c'était quand même très compliqué. Enfin, bilan, ça nous coûte plus cher de 20 000 € que ce qu'on avait prévu. J'avais une question, en sachant qu'aux informations, ils ont parlé que l'État allait augmenter la TVA sur l'EDF l'année prochaine. Est-ce que les collectivités sont impactées ou pas? Alors nous, on se réfère pas aux informations, on se réfère aux décrets qui vont nous arriver. Tant qu'il n'y a pas de décret, voilà, les informations... Non, mais c'était juste pour savoir si ça impactait les communes ou pas. Voilà. Pour l'instant, non. Mais... Aujourd'hui, rien n'a été débattu à l'Assemblée nationale. Il y a des vœux, il n'y a rien de... C'est pour la TVA, c'est les taxes. Ou les taxes, ouais. C'est la TVA, les taxes. Bah, la TVA, c'est une taxe aussi. Donc, oui, bah oui, ça sera pour tout le monde pareil, oui. Donc je pense aussi pour les collectivités. Alors, donc pour la décision modifiée, il faudra peut-être penser à une augmentation. Moi, ça, c'est. Quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Je sais pas, quand on Bon, les DPU. De toute façon, tout le monde va payer. Alors, nous avons le 15 avenue de la Gare, qui est acheté pour 285 000 €. Nous avons le 4 cours sans cahier pour 300 000 €. Le 8 rue Jean-Baptiste Corot pour 176 500 €. Le 9 allée des Moines pour 311 000 €. Le 18 rue de la Cité, le lot numéro 1 pour 89 000 €. Le 50 rue Saint-Va pour 105 000 €. Et le 40 rue de Meaux pour 160 000 €. Le 38 rue Saint-Lazare pour 105 000 €. Le 1 rue de la Maladrerie pour 135 000 €. Donc, nous relançons à la promotion. Alors, nous avons des questions diverses. Alors, une question concernant le restaurant des ruines. Compte tenu de l'absence prévisible de candidature, merci de communiquer l'identité des 3 candidats qui sont sur la manifester. Quelle est la stratégie envisagée en cas d'absence de candidature pour cette seconde phase? Le bien est-il déjà acquis par l'EPF? Y a-t-il une réflexion pour une stratégie de repli? Alors, effectivement, les 3 candidats qui s'étaient manifestés n'ont pas donné suite pour diverses raisons. C'est pour ça que l'appel à candidature a été prolongé de 2 mois. Il a été relayé auprès d'autres nouveaux réseaux et notamment toutes les écoles hôtelières qui n'avaient pas été contactées dans un premier temps. Et je vous engage à relayer vous également individuellement à vos différents contacts l'appel à candidature. Alors, comme pour le supermarché et pour la boulangerie, les choses ne s'étaient pas fait simplement. Il a fallu se battre pour le supermarché. Je peux vous dire que c'était loin d'être acquis pour avoir une surface de vente à la Ferté-Milon et pour la boulangerie aussi. Donc, effectivement, on a été peut-être très ambitieux parce que ces candidats, et notamment un, était très, très chaud sur son projet. Et les problèmes personnels ont fait qu'aujourd'hui, alors peut-être qu'il va déposer une candidature, mais il n'a pas été en mesure de la déposer pour le 20 septembre. Donc déjà, dans un premier temps, prolongeons l'appel à la candidature. Ensuite, je vous rappelle aussi qu'on a, avant d'enclencher tout ça, on a aussi fait une étude
étude avec la Chambre de commerce et d'industrie, préalable à l'engagement de la collectivité, qui a quand même prouvé et montré qu'il y avait un potentiel d'un restaurant à la Ferté-Milan, avec il nous avait donné un chiffre d'affaires avec des hypothèses prenantes, hypothèses qu'on avait repris pour vous présenter lors de la délibération. Alors, mon avis, c'est si c'est possible à Longpont, qui a plusieurs restaurants, je pense que ça devrait être possible à la Ferté-Milan. Le tout, c'est de se donner le temps et les moyens de trouver quelqu'un d'intéressé qui sera à même de reprendre la structure. Alors, nous bénéficions quand même de manière un peu exceptionnelle de deux dispositifs. Le premier, c'est pas la commune qui a racheté directement le bien, c'est l'établissement public foncier. Et la commune a 5 ans pour racheter le bien. Donc ça nous laisse un petit délai, même s'il ne faut jamais s'endormir. Il ne faut pas relâcher la recherche d'un porteur de projet. Le deuxième dispositif, plus exceptionnel, c'est la subvention de la région, à hauteur de 50% pour les travaux, mais aussi pour l'achat, avec le dispositif centre-ville, centre-bourg. On avait déjà fait référence. Si la commune ne bénéficie pas de ce dispositif, ce sera une autre commune, c'est une autre commune qui prendra ce dispositif, autant que ça soit la Ferté-Milan. Voilà. Donc le risque pour la commune, c'est d'avoir un bâtiment qui sera financé à 50% et dont les travaux qu'on envisagera seront financés à 50%. Attention, le dispositif centre-ville, centre-bourg s'arrête en 2027. Donc il faut quand même que les travaux et le rachat de la commune, c'est ce qui va nous conditionner le rachat par la commune. Donc pour moi, effectivement, c'est une première bataille qui a été perdue, mais on n'a pas perdu la guerre de trouver quelqu'un. Donc il faut tout azimut distribuer cet appel à candidature, et puis je pense qu'on terminera par trouver quelqu'un. Je n'envisage pas une stratégie de repli à ce stade, c'est trop tôt. Voilà ce que je pouvais dire sur le sujet. Alors la deuxième question, vis-à-vis de la réponse de la préfecture refusant la mise en place d'un radar en entrée de ville côté rue de Meaux, y a-t-il des projets d'aménagement envisagés pour faire ralentir? Qu'en est-il du candélabre dégradé? Donc on a répondu au sujet du candélabre. Pour les projets d'aménagement envisagés, on a toujours le projet de faire un plateau en amont du croisement rue du Vieux-Château. Il faut préparer le dossier, et ce sera peut-être un dossier, vous savez, à chaque fois qu'on fait un aménagement sécuritaire sur une voirie départementale, il faut monter un dossier, il faut l'envoyer à la voirie, au service sécurité, exploitation, entretien, qui vous valide les hauteurs, les machins, donc il y a un dossier à monter, donc soit on peut le faire en interne, on a regardé, il est quand même un petit peu complexe, et parce que notre prestataire aujourd'hui est surbooké de travail et a du mal à nous sortir ce dossier. Donc pour l'instant on ne l'a pas, mais c'est l'aménagement qui est prévu. En attendant, on a des feux qui viennent ralentir la circulation. Alors, vis-à-vis du bâtiment privé. Alors, le 24 août 2024, effectivement, il y a eu un effondrement du bâtiment qui a donné lieu le 26 août à une saisie du tribunal administratif pour désigner un expert dans le cadre d'une procédure de péril imminent. Et donc, le 27 août, signature et transmission à la commune de l'ordonnance de désignation d'un expert par la présidente du tribunal administratif. Le 28 août, expertise sur site. Le 29 août, remise du rapport d'expertise.
Le 30 août, signature de l'arrêté de mise en sécurité d'urgence, donc c'est un péril imminent, avec un affichage de l'arrêté sur les immeubles, donc 55 terre, 57 et 59 rue de Meaux. Cet arrêté a été notifié contre récépissé au propriétaire du 59 rue de Meaux, au 55, et la notification de l'arrêté à Madame la directrice de la DGFiP de la Somme, qui est en charge de la gestion des successions vacantes des personnes privées de l'EM. Donc, puisque vous savez que le propriétaire de ce bien est décédé et que sa succession est vacante. Donc, ce qui va compliquer, et ce qui a déjà compliqué largement les choses. Donc, le 3 septembre, nous avons signé un accusé de réception par la DGFiP de la Somme. La DGFiP dispose de 2 mois à compter de la notification pour procéder à la réalisation des mesures visant à lever le péril. Jusqu'au 4 novembre 2024. Alors, vous allez me dire si les travaux n'ont pas commencé le 4 novembre. On s'engage certainement vers cette direction, malheureusement. Le maire peut prendre un arrêté pour procéder à la seule exécution des mesures prescrites aux frais de la personne qui était tenue de les exécuter. Cet arrêté doit être motivé et notifié dans les mêmes conditions que l'arrêté initial. Les travaux ne peuvent commencer que lorsque l'arrêté aura été notifié. Alors, donc, le 4, on verra, on se rendra sur place, on constatera s'il y a eu des travaux, si on a été contacté pour sécuriser, c'est fait, mais pour entreprendre des travaux. Si tel n'était pas le cas, la commune devra le notifier au tribunal et derrière, si la commune souhaite se substituer pour faire avancer plus vite les travaux, il faudra il faudra faire des devis, sachant que il faudra faire au préalable des diagnostics plomb-amiante. L'ardoise étant peut-être amiantée, il faudra s'en préoccuper avant. Ça serait problématique, puisque alors le risque est très faible, mais ce type d'armoire pourrait l'être, l'ardoise pourrait l'être. Donc ça veut dire que derrière trouver une entreprise compétente, un maître d'œuvre qui sera en capacité de faire ce type de travaux, sachant que derrière, on a un problème de succession vacante, que le côté positif, c'est que c'est la DGFiP qui gère la succession, mais le côté négatif, c'est qu'il risque de rien avoir dans la succession, c'est-à-dire un bâtiment écroulé et une maison sur le point de l'être, donc qui ne va pas valoir grand-chose. Donc ça veut dire que potentiellement, si la collectivité ne recouvre pas, elle se servira sur la vente des biens, mais qui risque d'être pas très important. Donc c'est malheureusement une affaire qui risque de durer. Donc quand j'entends les Diac à Faucon, il aurait fallu que la commune intervienne avant, c'est toujours facile à dire. Le péril imminent n'était pas notifié, quantifié. Et derrière, si on se substitue, ça n'aurait malheureusement pas avancé les choses, puisque le propriétaire est décédé. Donc voilà où on est. Finalement, vous avez un feu rouge pendant Voilà, un ou deux. Ouais, c'est ça. Le côté positif, C'est le la feu rouge. circulation a ralenti. Je vous dis, moi, tant que ça nous sauve. Ça te va, quoi. Juste les délatations. Mais par contre, j'avais tiré la structure, elle avait bougé. La capacité financière de faire des Elle se balaye, ça nous aura en fait. Mais elle se Donc la sent commune a une une responsabilité. Tu sais, quand je suis pas mieux que je trouve toute seule. Ça Il n'y a me pas fait de un descendant, alors si c'est vacant, c'est Non, il n'y a pas de descendant. Il n'y a rien.
Puis à mon avis, peut-être que si les descendants, ils refusent l'héritage. C'est pas leur Lequel il avait Et alors, plus de mission. la complexité supplémentaire, c'est que c'est un ressortissant allemand. Oui, c'est étrange. Il est étranger. Voilà, c'est pour faire simple. C'est voilà, Tu l'avais vendu. Combien de fois Alors, le temps de question revenir suivante. de- Qui c'est des travaux entrepris dans les marais derrière la mairie, ayant été avertis, ayant pu constater d'importants travaux de coupe et de défrichage, ouverture de plus de 20 mètres de large sur plus de 100 mètres de long, peut-on en connaître la raison, le teneur d'ordre, son coût total et les coûts pour la collectivité. Alors, depuis de nombreuses années, nous avons une convention d'adhésion. D'ailleurs, on en a parlé dans le cadre de Petite Ville de demain. Sur le marais communal, il y a un plan de gestion avec le conservatoire d'espaces naturels. On n'a pas concédé comme à Bourneville l'espace, parce qu'à Bourneville, donc hameau de Marolles, l'espace naturel gère complètement le site. Nous, on a juste donc un plan de gestion, c'est-à-dire que 2 fois par an, le conservatoire vient et coupe les zones pour maintenir une roselière suffisante. Donc ça fait des années que 2 fois par an, enfin ça fait depuis 2018 que 2 fois par an, donc ça ne coûte rien à la collectivité. C'est un... Voilà. Ils ont amené aussi quelques années les lycéens, ils avaient un partenariat avec le lycéen. Donc c'est... voilà. Les chasseurs sont au courant, ils sont informés aussi de ce partenariat et régulièrement ils sont ils font des opérations conjointes. Donc ça ne coûte rien. Donc si vous voulez, on vous mettra à disposition le plan de gestion. C'est un plan de gestion. On va parler des sangliers qui dégringolent et qui D'ailleurs, il y a une opération. vont dans le marais, mais chez nous. Il y a une opération où tous les élus qui souhaitaient pouvaient venir aider les groupes un samedi matin. Francis qui était. Oui. Dites-moi, s'il vous plaît, vous veniez de parler donc de la partie roselière, mais derrière chez nous de la butte qui descend au marais, donc en traversant la 931, vous avez toute une armada de sangliers qui descendent. Alors, vous ne voyez pas, enfin, vous croisez peu, mais nous on sait et ils viennent. Bon, est-ce que vos chasseurs auraient compétence pour agir avant qu'il n'y ait là aussi un accident, parce que... Avec Marc, on a fait plusieurs réunions avec les chasseurs. Alors, il y a plusieurs concessions de chasse aux alentours de la Fertignan. Sauf que l'endroit d'où viennent les sangliers, il n'y a pas de concession de chasse. Et pour en créer une, en fait, il faut qu'une des compagnies de chasse, parce que j'en ai compris, parce que c'est quand même très, très complexe, il faut qu'une des compagnies de chasse accepte de venir chasser sur cet endroit-là. Sauf qu'ils n'ont pas trop intérêt à ça, puisqu'ils ont un nombre de colliers annuels, et s'ils dépassent leur quota... Une certaine surface. Oui, donc en fait, c'est extrêmement complexe. Alors, il y en a qui font un rabattage régulier, voilà. En fait, ils sont au-dessus. Donc là, c'est le petit bois, au-dessus, sur la route de Neuilly, là, voilà, et qui descend de l'autre côté. Donc, ils viennent une partie du petit bois qui est au-dessus, sur la route de Neuilly à droite. Non, il y a une partie qui se vous cache parlez là. à droite, hein. Moi je parle quand on file sur Oui, Paris. mais après, ils reviennent de l'autre côté. Hein. Voilà. Et alors, en fait, ils descendent après derrière le château. Voilà. Ah, ils sont nombreux, hein. Ils sont nombreux. Écoutez, moi je les pousse tous les matins vers chez vous. Tous les matins, je les vois, direction Rive-Mont. Prends un fusil. Enfin, chez ma voisine, ils ont tout retourné. Ah oui, Ils mais là, arrivent presque à la route. c'est terrible. Dans le terrain en face, c'est une problématique. mais la problématique, Moi, tant c'est qu'ils que prennent les leur bagues, bassin, ça va, la problématique, c'est que les bagues, ils ils coûtent trop cher par rapport au...
C'est C'est ça. qu'ils sont bons, les bestiaux. D'ailleurs, il devait le faire. Normalement, les chasseurs devaient se réunir ensemble pour faire une battue. Les chasseurs du Bourneville, aux chasseurs du marécage devaient se mettre d'accord. Ouais, parce qu'on a. Par contre, je sais que les chasseurs de chez nous, là, ils ont tué tous sangliers il y a très peu de temps. Donc, il faut. Oui, d'accord. Oui, parce On qu'ils aurait bien descendent, voulu qu'il y ait une battue générale pour. Bah ils oui, ce traversent serait la bien. route, la forêt, le canal, et ils vont vers la gare, quoi. Enfin, Ah ouais, non, mais c'est- L'année dernière, il y en a eu un petit peu moins, mais alors cette année, j'ai l'impression que. Ouais, mais c'est- Au stade, Ah ouais. C'est avec le réchauffement climatique, en fin de compte, ils font plus de portée. Ouais. Au lieu d'en faire une par an, ils en font 2 ou 3. Alors, vis-à-vis des dégâts liés au ruissellement Rudemeau, compte tenu de ce désordre ne fut pas reconnu comme catastrophe naturelle, qu'est-il envisagé pour la suite des aménagements afin de soutien commerçant? Donc, j'ai déposé un recours gracieux au refus de reconnaissance de catastrophe naturelle grâce à des agriculteurs, parce que en fait, il fallait des éléments factuels pour pouvoir s'opposer. Donc, on a demandé aux agriculteurs voisins d'attester du niveau qu'ils avaient noté ce jour-là. Et grâce à ça, ce qui était supérieur à ce que Météo France avait donné comme valeur, on espère qu'ils vont reconsidérer leur position. En attendant, comme je l'avais dit, il y a eu des réunions avec le syndicat Haut-Camon, la DDT également, pour voir ce qui pouvait être envisagé. Donc, il y a des travaux. Alors, il y a l'étude dont je vous ai déjà parlé qui va permettre d'envisager des travaux, des aménagements, mais ça c'est à long terme, avec notamment un travail avec les agriculteurs qui ne peuvent être que volontaires pour aménager les parcelles qui sont à l'origine de ce dégât du 12 mai. Il y a aussi une parcelle privée juste au-dessus de ce lieu, qui, je le rappelle, s'appelle le Fossé Rouge et qui est une zone d'écoulement naturel de l'eau de pluie depuis des décennies. Il y a une possibilité de mettre des merlons pour barrer. Jackie, si tu veux nous en dire 2 mots, c'est 2 merlons l'un au-dessus de l'autre pour. Oui, on fait des barrages de 4 à 5 mètres de haut. Bon, à mon avis, ce sera suffisant. Alors, la difficulté, c'est que ces merlons-là doivent être faits dans une parcelle privée, puisque rien n'est communal à ce niveau-là, et que mettre de l'argent public dans une parcelle privée, donc il y a normalement, il faut faire une étude préliminaire d'utilité publique. Vous prenez 18 mois. Donc on est en train de négocier et voir s'il est possible d'éviter ce délai supplémentaire et voir aussi comment pourront être pris en charge les coûts inhérents à ces travaux. L'autre difficulté, c'est aussi que c'est dans une parcelle privée, il faut l'accord des propriétaires. Donc on l'a sur le principe, il faut juste le formaliser par une convention. Ça semble simple comme ça, pareil, avec la photo. Mais tout ça, c'est beaucoup de réunions, du temps, essayer de trouver des compromis et puis essayer d'avancer pour préserver l'activité. Je suis bien consciente que ça ne répond pas à l'intégralité des demandes du commerçant, mais on fait ce qu'on peut pour faire avancer le dossier et trouver une solution qui puisse les satisfaire et pérenniser l'activité. Alors, question suivante, il y avait M. Véron qui avait posé 2 questions, qui avait demandé au conseil municipal d'arrêter le projet concernant le restaurant des ruines. J'ai répondu en partie tout à l'heure. Je voulais rappeler quand même que le conseil municipal a délibéré avec une majorité. Effectivement, il y avait quelques voix contre ce projet, mais la délibération est valable.
Vélo a racheté pour le compte de la commune le bien et qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Le bien devra être racheté par la commune sous un délai de 5 ans. Et deuxième question, il nous demandait une modification du PLEI pour un industriel de Bourneville qui finalement a trouvé une solution en extension de sa parcelle, c'est le même. Toute demande officielle qui arrive à la mairie est étudiée. Epoxy, on a étudié la faisabilité de sa demande, voir si ça rentrait dans le projet global de la commune. Alors, dans le PLUI, vous avez vu, on a plusieurs types de parcelles sur cette zone-là. Donc, parce que pourquoi on a défini plusieurs parcelles, c'est que dans un PLUI, vous ne pouvez pas avoir de parcelles mixtes. Vous ne pouvez pas avoir une parcelle où vous allez avoir de l'artisanat et de la zone industrielle. Donc on a redécoupé en fonction des activités existantes. Donc vous voyez que sur cette zone-là, vous avez des zones commerce, vous avez des zones industrielles et vous avez des zones artisanat également, et vous avez des zones équipements, puisqu'il y a la maison de retraite. Donc on a une mixité d'activités dans cette zone qui rend très difficile, je dirais, le découpage du PLUI pour répondre à la demande d'un porteur de projet. Donc là, dans cette zone-là, on s'est dit, on a Carrefour, on a Renault, on a l'aire de lavage, restons dans une zone plutôt commerce, activité artisanale. Donc c'est très compliqué à chaque fois de répondre, mais si ce porteur de projet, visiblement, n'a pas donné suite puisqu'il a trouvé une solution, mais effectivement on envisagera de répondre favorablement à tout porteur de projet qui pourrait venir sur la commune avec un projet planifié. Voilà pour les questions. On peut vous demander à venir sur la fin des minutes, car nous formons des bouteilles d'eau. Oui, alors que leur site de production Transport, à mon avis. quelque chose de bizarre. De toute façon, ils n'ont pas formulé de demande officielle à la commune, ils n'ont pas interrogé le pôle droit des sols non plus. Voilà. C'est les questions de la oui. Je voulais quand même, j'ai oublié, je ne pas noter. Donc vous confirmez que on fera les acteurs associatifs seraient OK pour refaire une fête médiévale pour le dernier week-end du mois de juin. Et que voilà, on va s'organiser pour recréer une équipe de bénévoles et puis qui souhaitent faire revivre encore une fois cette belle fête. Voilà, donc c'est pour information. Donc il y aura des réunions publiques qui seront organisées. Pour l'instant, la date a été fixée, c'était déjà la première étape.